fois président du syndicat des psychiatres français, c'est Jean-Yves Kozik, le président. Moi, je suis trésorier du syndicat. Et je vais présenter aujourd'hui donc ce travail sur les consultations cliniques complexes en psychiatrie qui a été piloté essentiellement par Jean-Michel Léon au bureau du syndicat des psychiatres français, mais qui n'a pas pu être disponible pour le présenter lui-même aujourd'hui. Il est en âme. Donc, avant de parler directement des consultations cliniques complexes, je vais faire deux préambules. Donc, la psychiatrie est une spécialité quasi exclusivement clinique qui n'a recours que très exceptionnellement aux examens complémentaires. L'enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Commission paritaire nationale du 29 mars 2012 sur une consultation de ville affecte à l'acte de psychiatrie les plus grands coefficients de pénibilité et de durée parmi l'ensemble des spécialités cliniques. La consultation de psychiatrie nécessite souvent le concours d'intervenants extérieurs du milieu sanitaire, social, mais aussi d'entourage familial. L'absence de marqueurs diagnostiques, biologiques ou radiologiques donne toute sa valeur à l'expertise clinique spécialisée qui nécessite en général un minimum de 3 consultations pour établir une argumentation diagnostique suffisamment étayée. La psychiatrie prend en charge de nombreuses pathologies chroniques qui nécessitent un suivi et des adaptations thérapeutiques régulières. La prise en charge et l'élaboration du diagnostic nécessitent une alliance thérapeutique avec le patient. Celle-ci conditionne l'observance du traitement, qu'il soit de nature médicamenteuse ou psychothérapeutique. Le rapport Milon du 19 décembre 2012 précise quelques objectifs d'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Il faut donc décloisonner les soins à toutes les étapes de la prise en charge, entre psychiatrie et médecine générale, entre ville et hôpital, entre médecine et médico-social. Il faut favoriser l'accès aux soins, favoriser un diagnostic précoce, puisque pour faire un diagnostic de trouble bipolaire, il faut à peu près 10 ans et un certain nombre de consultations, enfin de consultants différents. Limiter la désocialisation, développer les alternatives à l'hospitalisation, développer les réseaux de soins en psychiatrie, lutter contre les comorbidités et les effets secondaires des traitements, lutter contre le suicide. Donc des exemples de consultations cliniques complexes en psychiatrie. D'abord les 3 premières consultations. Ensuite les consultations nécessitant l'intervention d'un tiers, les consultations pour indication d'une éventuelle hospitalisation, les consultations pour réajustement thérapeutique à la demande du médecin traitant, les consultations pour décompensation aiguë de pathologies chroniques. Donc, je vais développer chacun de ces items. Les 3 premières consultations représentent habituellement le délai minimum pour établir une argumentation diagnostique suffisante. Elles établissent les pistes diagnostiques retenues, elles précisent les traits de personnalité du patient, elles repèrent d'éventuels traumatismes, des facteurs potentiels de décompensation ou des éléments de vulnérabilité. Elles cherchent les antécédents psychiatriques et somatiques personnels et familiaux. Elle débouche sur l'élaboration d'un rapport clinique circonstancié adressé au médecin traitant. Ce rapport définit les orientations thérapeutiques préconisées, nécessité ou pas d'un suivi spécialisé, indication d'une psychothérapie structurée, mise en place d'un traitement psychotrope. Et elles prennent en compte le retentissement social, familial et professionnel et orientent éventuellement vers une structure médicale ou médico-sociale adaptée. Deuxième item, les consultations nécessitant l'intervention d'un tiers. La plupart des enquêtes et rapports sur la psychiatrie soulignent l'importance du lien social et familial en pathologie mentale. La consultation en présence de tiers, qu'il s'agisse de la pédopsychiatrie ou de la psychiatrie adulte, répond à plusieurs nécessités. Elle permet de préciser certains éléments symptomatiques dont le patient n'a pas obligatoirement conscience ou qu'il minimise, comme les troubles du comportement, le retentissement
retentissement sur la vie sociale, professionnelle, des bizarreries, des rituels, des modifications de l'humeur, des préoccupations délirantes ou des addictions. Elle permet d'informer le patient et sa famille sur la pathologie, d'amener quelques éléments de psychoéducation thérapeutique. Elle permet de préciser certains éléments de la psychodynamique familiale, comme les interactions, les modalités relationnelles, les conflits. Elle est essentielle dans la démarche de prévention et dans la prévention du risque de suicide. Elle est incontournable dans le cadre de la pédopsychiatrie et est parfois la seule modalité possible de prise en charge, comme par exemple pour les enfants de moins de 2 ans. La consultation peut également faire appel à divers intervenants sanitaires, socio-éducatifs ou scolaires, présents ou non physiquement, médecins du travail, médecins scolaires, tuteurs ou curateurs, accompagnants à la vie sociale, éducateurs spécialisés, équipes soignantes de secteur, MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Elle participe aux préoccupations d'insertion, de reclassement professionnel, de prévention de la précarité, de lutte contre les risques de chronicisation. Elle contribue à la démarche de déstigmatisation de la pathologie psychiatrique et elle peut aussi, dans le cadre de la pédopsychiatrie, recouvrir des démarches administratives en vue de prise en charge éducative ou de soutien à la scolarité par les auxiliaires de vie scolaire, donc qui sont des personnes embauchées par l'Éducation nationale pour permettre l'intégration des enfants qui présentent des troubles graves du comportement ou de la personnalité, ou de l'adaptation. Troisième item, les consultations pour indication d'une éventuelle hospitalisation. Elle se fait souvent à la demande du médecin traitant, elle est devenue un compte rendu détaillé, débouche sur une prise de décision. Elle prend en compte le caractère aigu ou subaigu des troubles, elle évalue le potentiel de risque immédiat, auto-agressivité, risque de suicide, hétéro-agressivité, risque d'éventuels troubles du comportement, risque de troubles de l'ordre public. Elle peut se faire aussi dans un contexte moins aigu, comme dans les pathologies résistantes à des traitements ambulatoires bien conduits, des rechutes, une mise à distance par rapport à un environnement pathogène, la nécessité de sevrage en cas d'addiction, la mise en place d'un traitement nécessitant une surveillance, comme les antipsychotiques, les thymorégulateurs, ou la nécessité d'une observation clinique approfondie pour une pathologie atypique. Elle peut déboucher sur une décision de suivi ambulatoire rapprochée ou sur une décision d'hospitalisation dont les modalités sont définies en fonction de l'urgence et de l'adhésion ou non du patient à sa famille. Du patient et de sa famille. Le problème de l'adhésion à l'hospitalisation, ce sont des consultations très chronophages. Donc soit sans consentement, hospitalisation libre, publique ou privée, hospitalisation immédiate ou différée, à temps complet ou ensemble de jours, recours à un centre en ressources. Quatrième item, les consultations pour réajustement thérapeutique à la demande du médecin traitant dans certaines pathologies chroniques. Les affections psychiatriques comportent une forte proportion de pathologies chroniques nécessitant des traitements psychotropes souvent prolongés. Sur le plan économique, ces traitements ont un croissant, passant de 317 millions d'euros en 1980 à 1,2 milliard d'euros en 2007. Les psychiatres libéraux ne prescrivent que 7% des psychotropes, 93% chez les généralistes. Le problème d'observance, le risque de dépendance et d'addiction à certains psychotropes, comme les anxiolytiques, les hypnotiques, démontrent l'intérêt d'un dialogue pédagogique avec le patient. Les risques liés aux effets secondaires du traitement, cognitifs, neurologiques, métaboliques, cardiovasculaires, et aux comorbidités, avec prise en compte des interactions médicamenteuses. Là encore, un compte-rendu détaillé fixant les objectifs thérapeutiques et les modalités d'adaptation et de surveillance sera remis au médecin. Dernier thème, les consultations pour décompensation d'une pathologie chronique.
Les pathologies psychiatriques sont souvent concernées par la chronicité, nécessitent parfois des suivis au long cours, parfois souvent même. Il s'agit souvent de patients relevant d'une ALD. Elles témoignent souvent d'une vulnérabilité psychique constitutionnelle ou acquise. Elles sont lourdes de conséquences sur l'équilibre personnel, familial, social, professionnel. Les décompensations aiguës peuvent survenir dans différentes circonstances, parfois aisément repérables, comme l'arrêt spontané ou par un traitement psychotrope, les événements intercurrents, affectifs, professionnels, familiaux, les pathologies intercurrentes, ou parfois sans circonstances déclenchantes particulières parce qu'il s'agit du génie évolutif de la maladie, notamment dans les psychoses chroniques. Donc, il peut s'agir d'un épisode fécond d'une psychose chronique, c'est-à-dire de la résurgence d'un délire aigu dans une psychose chronique, d'un nouvel épisode maniaque, dépressif ou mixte chez un bipolaire, de crise d'angoisse aiguë sur une pathologie névrotique grave, de la survenue d'idées suicidaires aiguës, pulsionnelles, de troubles du comportement sur fond de personnalité pathologique, de troubles majeurs du comportement alimentaire avec éventuellement risque vital dans le cas des anorexies. Et nécessite une intervention précoce, une évaluation précise des éléments de gravité repérables. La prise en charge antérieure facilite l'alliance thérapeutique, c'est une relation de confiance qui permet une meilleure efficacité des soins. En conclusion, donc j'insiste sur l'importance de la pénibilité et de la durée de la consultation en psychiatrie, qui rend compte du fort pourcentage de consultations à contenu complexe en psychiatrie et qu'on peut évaluer sans exagérer à 50% de nos pratiques. Certaines situations particulièrement complexes donc, doivent être mises en avant. Les 3 premières consultations, les consultations nécessitant l'intervention d'un tiers, ce qui est le cas très fréquemment en pédopsychiatrie, les consultations pour bilan en vue d'une éventuelle hospitalisation, les consultations pour ajustement thérapeutique dans les pathologies chroniques, ou les consultations pour décompensation aiguë de pathologies chroniques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Vous intervenez beaucoup à la demande du médecin traitant pour une demande d'hospitalisation, mais vous pouvez récuser l'hospitalisation parfois. Oui, bien sûr. Vous êtes préventif une hospitalisation? Oui, on peut accentuer, raccourcir les délais de consultation, voir quelqu'un 2 à 3 fois par semaine en période aiguë pour éviter une hospitalisation. Ça redouble la consultation complexe? Alors, redoubler, je ne sais pas, mais les périodes aiguës sont toujours des consultations complexes. C'est d'autant plus important que l'hospitalisation en psychiatrie a de gros problèmes actuellement en termes d'organisation, de soins. Oui, de place disponible. Moi, ce que je retiens, c'est le fait qu'il faut 3 consultations pour parvenir à un diagnostic, parce que ça va à l'encontre de l'idée reçue qu'on envoie à celui qui sait, et puis comme ça, toute la baguette magique qui va donner le bon diagnostic et la bonne thérapeutique, et puis pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça dans la société clinique. Donc souvent, en neurologie, c'est pareil. Quand on suit un enfant qui a une paralysie cérébrale, on va le voir un jour un peu défavorable, il sera tout spastique, ou on n'en tire rien, et 8 jours après, il est détendu, il vous connaît déjà, le bilan est très différent. Donc ça aussi, il faut que ce soit pris en compte. Il faut des temps forts de consultation complexe, et qui ne sont pas forcément la première consultation. Ça peut être au bout de petites consultations plus courtes d'approche, où on pose les premiers jalons, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire aux gens des premiers jours. Il y a une préparation à cette consultation complexe. Le diagnostic en psychiatrie est
exceptionnellement pour opposer à la première consultation, puisqu'il est basé essentiellement sur le discours du patient, éventuellement de la famille, et donc on a besoin d'un certain nombre d'éléments qui sont rarement amenés dès la première fois. Je ne suis pas psychiatre, mais en plus, la modulation des traitements n'avait pas toujours été escomptée sur une première classe thérapeutique. Une adaptation terrain. Oui, bon, il faut savoir que le pourcentage d'effets thérapeutiques positifs des antidépresseurs, c'est 70%. Ça veut dire qu'on a 30% d'absence de réponse, donc il faut changer de molécule, il faut adapter, il faut aussi qu'on ait suffisamment de temps à une dose suffisante pour évaluer l'efficacité d'un antidépresseur. Oui. Alors, des bipolaires, on ne prescrit pas, il faut beaucoup de temps pour prescrire, déjà pour poser un diagnostic de trouble bipolaire, ensuite pour décider de prescrire un traitement antirythmorégulateur, lequel le lithium n'est pas dépourvu d'effets secondaires, notamment à long terme, sur la prise de poids, sur la fonction entière de la thyroïde aussi. Il faut, avant de prescrire du lithium, il faut un bilan cardiologique, il faut un bilan rénal. Bon, il y a des thymorégulateurs qui sont un peu plus souples d'utilisation, mais peut-être aussi moins efficaces que le lithium.